Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois un homme de théâtre, directeur du gymnase des Bernardines, du Jeu de Paume et du Grand Théâtre de Provence à Aix. Bonjour Dominique Bluzet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans les studios de Radio JM. Merci à vous de m'inviter. Avec grand plaisir. Alors, vous avez reçu une actrice prestigieuse, je crois, vendredi dernier, Camille Cotin, que le tout Hollywood s'arrache désormais. Elle est en représentation jusqu'au 5 octobre, donc jusqu'à la fin de la semaine. Comment ça s'est passé, cet accueil? Et puis, vous allez nous parler de cette pièce un peu étrange, je crois. Alors, c'est pas un accueil parce qu'on est producteur du spectacle avec un producteur à Paris. C'est chez nous que ça s'est créé. Les premières représentations, c'est au Théâtre du Jeu de Paume à Aix. Et il y a un an et demi, ce producteur qui s'appelle Olivier Glucksmann, que je connais depuis très très longtemps, m'appelle et me dit: écoute Dominique, j'ai eu une discussion avec Camille Cotin, qui adore le Théâtre du Jeu de Paume, mais sur un projet, c'est un peu particulier comme sujet. Et bon, il me dit: est-ce que tu as lu un livre d'une autrice allemande qui s'appelle The Jewish Cock? Je vais pas vous demander la traduction. Non, mais je lui dis non, j'ai pas lu. Il me dit: je te l'envoie. Et je découvre ce roman qui a reçu des tas de prix, qui a été écrit par une jeune Allemande qui a une trentaine d'années, dont le sujet est l'histoire d'une femme qui est chez son gynécologue et qui est traversée de deux sentiments. Un, elle a mauvaise conscience vis-à-vis du peuple juif d'être allemande. Elle pense que elle doit poser un acte par rapport à ça. Deuxièmement, cette femme qui a eu des relations sexuelles plutôt violentes, non pas qu'elle ait été violée, mais elle a été dans une sorte de folie auquel elle a participé, quoi. Et dans un langage très cru, elle raconte ça, et elle considère que le monde aujourd'hui est divisé en deux, ceux qui en ont une et ceux qui n'en ont pas. Et donc elle se dit: finalement, mon genre, être femme, ne me va pas, je voudrais être un homme. Donc, il faut que je me fasse greffer l'accessoire nécessaire à cette évolution. Deuxièmement, comme j'ai ce poids, cette culpabilité, je voudrais aussi devenir juif. Donc, je voudrais trouver un accessoire circoncis. Bon, je lis ça, c'est très très cru comme langage. Parce qu'elle raconte ses rapports sexuels, etc., etc. Et je me dis, Camille Cotin, ça doit être une lubie. Elle va nous dire dans un mois que, parce que sans jeu de mots, il faut être couillu pour faire ça. Elle a une image, c'est pas un texte drôle. Il y a des moments où on rit beaucoup quand elle parle de sa mère, quand elle parle de. Il y a des moments où elle est extrêmement émouvante. Et il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce spectacle. D'abord, c'est une très grande actrice. Deuxièmement, c'est une femme d'une gentillesse. Elle a répété pendant près de 3 semaines au gymnase. Elle joue pendant près de 2 semaines, pendant plus de 2 semaines. Donc, on vit pendant 5 semaines avec elle. On a le temps de juger les gens comme ça, les gens qui sont angoissés, qui sont chiants, qui sont capricieux, qui sont ceci, et les gens qui sont formidables, qui sont généreux. Bon. Camille Cotin, c'est une grande et belle rencontre pour toute l'équipe du théâtre et pour nous. C'est les premières représentations, donc c'est en plus là où elle est plus fragile. Nous, on a toujours intérêt à accueillir des spectacles quand ils ont été joués 50 fois. Ils sont plus solides. Mais ce qui est merveilleux dans mon métier, c'est d'accompagner un artiste dans les balbutiements de la création. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui interroge. Alors, il y a effectivement aujourd'hui ce poids de l'actualité sur la judaïté, sur le conflit, sur la guerre, etc. Puis il y a aussi cette question du genre qui traverse beaucoup les jeunes générations, qui, pour nous, ça semble un peu incroyable de se poser toutes ces questions. Mais moi qui ai une fille qui fait de la chirurgie maxillofaciale, elle me raconte dans le service avec lequel elle collabore parfois, qui s'occupe de ça à Paris, les mutilations que ça entraîne, la violence de ces opérations, ce que ça veut dire aussi de la fragilité des êtres humains, et quand avant ça n'existait pas, comment est-ce que les gens faisaient pour vivre avec cette dualité à l'intérieur d'eux-mêmes.
Donc c'est quelque chose d'assez mystérieux pour, disons, les gens de plus de 40 ans. Quelque chose qu'on ne comprend pas. On n'a pas été préparé à affronter ces questions avec cette violence-là. La question du rapport au conflit, à la guerre, à la culpabilité, à la judaïté, en ce moment, oui, forcément, elle se pose avec énormément d'acuité. Et le théâtre, c'est formidable quand il est à un endroit où il est capable d'être à la fois le lieu où on s'interroge, et puis le lieu où on admire une actrice qui est seule en scène, où on rit, où on est très ému toute la fin quand elle est seule et qu'elle raconte ce qu'elle ressent au fond d'elle et comment elle veut affronter ça. Et puis, alors c'est très bizarre parce que c'est quand même l'histoire d'une femme qui veut devenir un homme. C'est-à-dire c'est à contre-courant de tout ce que raconte la société. C'est une catholique qui veut devenir juive en période de conflit et c'est une femme qui veut devenir un homme. Je sais pas si les wokistes vont me pardonner cette incursion. Elle prend un peu tous les risques là quand même, Camille. Elle prend tous les risques parce que et c'est en cela que je la trouve assez exceptionnelle. Elle prend tous les risques parce que c'est une actrice qui a une vraie image. Vous pouvez pas savoir. Les gens l'attendent à la sortie du théâtre pour lui demander des autographes. Ça faisait 15 ans que j'avais pas vu ça. Ça faisait 15 ans que je n'avais jamais vu personne attendre un acteur pour lui demander un autographe. Et elle est d'une gentillesse, elle est là, elle fait des selfies, elle marche dans la rue, elle n'a pas besoin de simagrées, de chauffeurs, de garde du corps ou que sais-je. Voilà, je la trouve, je trouve que c'est une femme exceptionnelle, une actrice exceptionnelle et c'est une grande fierté pour moi d'accompagner cette création. Donc une belle rentrée, un bon début de saison, j'ai envie de dire pour oui, mais surtout que juste avant, j'accueillais l'Orchestre National de Jérusalem. Alors je vous raconte une petite anecdote. Avec plaisir. Le soir du concert, c'était le même soir que la première de Camille. Donc je vais saluer l'orchestre, leur dire que voilà quelle est ma solidarité dans cette période si compliquée, qu'on pense à toutes les familles de victimes, etc. Et puis je leur dis écoutez, je suis désolé, je ne vais rester que la moitié du concert parce que l'autre moitié, je dois aller au théâtre du Jeu de Paume à 300 mètres de là. C'est la première d'une actrice, Camille Cotin. Je vais vous faire rire ou peut-être pas, mais je vais vous raconter le pitch et je leur raconte le pitch. Et faut vraiment, ça pouvait pas tomber, ça ne pouvait être que de l'humour juif d'accueillir l'orchestre de Jérusalem le même jour que la première. Bon, il y a quand même 2 ou 3 hommes qui se sont proposés pour aller fournir l'objet. Je leur ai quand même dit qu'après ils ne l'auraient plus. Donc il fallait quand même bien réfléchir à ce genre de problème. Mais c'était extraordinaire d'avoir accueilli 2 jours avant un grand bal dans la rue, un bal méditerranéen. Puis le mardi, d'avoir l'Orchestre de Jérusalem et Camille Cotin, et le samedi, Souad Massi. Donc de se dire que, et tout ça sans le moindre problème, que sur notre territoire, quand même, on a réussi à faire cohabiter des courants artistiques très différents les uns des autres, dans une période où plusieurs de ces pays se retrouvent en conflit. Et ça me rend aussi très heureux. Évidemment. Alors, on va parler de votre actualité, de l'actualité de vos théâtres. Est-ce que vous pouvez nous présenter, au-delà de cette belle programmation que vous venez de faire sur la semaine dernière, les quelques scènes qui vont arriver justement sur les théâtres ces prochaines semaines, peut-être ? Alors, on a eu un début de saison très très fort, puisqu'on a fait une création extraordinaire le 30 août avec un des plus grands chorégraphes du monde qui s'appelle Akram Khan. Et ce ballet, on est 6 théâtres dans le monde à s'être réunis pour le faire. Singapour, Washington, New York, Londres, Paris et Hong Kong, je crois. Ça veut dire que le Grand Théâtre de Provence, il s'est hissé dans ce top 10 des plus grands théâtres du monde en matière de danse. On a fait l'autre jour au Bernardines une autre création. Alors là, ça va vous faire sourire aussi parce que c'est sur la radio. C'est un hommage à Ménie Grégoire et à son émission de la nuit. C'est une jeune femme qui s'appelle Johanna Giacardi. On avait monté un spectacle autour de Molière l'année dernière et ça s'appelle... c'était Macha Merrill.
Et l'émission, c'était Macha, Allô Macha. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. C'est au Théâtre des Bernardines. Là aussi, c'est très touchant parce que cette émission, que moi, il m'est arrivé d'écouter, la nuit, les gens qui étaient seuls, etc., téléphonaient et disaient Allô Macha. Puis il s'est formé à la fin une communauté de gens qui se parlaient grâce à ça, qui se racontaient. Et on joue ça là aussi toute cette semaine au Théâtre des Bernardines et c'est très touchant. C'est un dispositif scénique très particulier où les spectateurs se retrouvent inclus dans le décor. Et voilà, on va accueillir bientôt dans les choses, disons, un peu plus importantes pour nous, Vidéo Club de Sébastien Thierry avec Yvan Attal et Noémie Lvovsky. Ça sera à l'Opéra de Marseille qu'on va le jouer. Ça s'appelle Vidéo Club. C'est très drôle et ça, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Ça sera du 8 au 10 octobre. Oui, c'est très bientôt. Ouais. Et puis bon, il y a beaucoup de musique. L'Orchestre National de Chine, Ibrahim Malouf, Don Juan mis en scène par Macha Makeyev au Théâtre du Jeu de Paume, qui est un très très joli spectacle classique. Et on va jouer à la Criée puisque le gymnase est fermé, donc on joue un peu à droite à gauche. Un très grand spectacle de théâtre qui s'appelle Après la répétition. C'est un ensemble de 2 pièces que Bergman avait fait, qui étaient des films. Après la répétition et Persona, donc d'après 2 scénarios de Bergman. Le metteur en scène s'appelle Ivo Vanov et c'est 2 acteurs, enfin il y a plein d'acteurs, mais il y a Emmanuel Berco et Charles Berling entre autres, et Justine Bachelet qui est une des jeunes actrices qui monte, et c'est du très grand théâtre. Ça sera à la Criée, voilà. Il va y avoir de la danse avec Requiem, d'Angelin Presse-Le-Cave, des spectacles pour enfants, de cirque, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et puis il va y avoir, alors si, il y a une histoire qui me plaît beaucoup, ça sera au Bernardines au mois de novembre. Ça s'appelle Pauline et Carton. Alors les jeunes ne se souviennent plus de qui était Pauline Carton, probablement une des plus laides actrices françaises qu'on ait jamais connues, mais elle était, d'abord c'était une star. Entre les années 1930 et 1960, elle jouait toutes les bonnes, les femmes de ménage, les concierges méchantes. On la voit dans dans 150 films. Et alors, elle a été pensionnaire au Théâtre du Gymnase entre 1906 et 1907. Et elle avait fait les dessins de ses partenaires de troupe. Elle a été actrice de 1905 à 1965. Et elle a vécu toute sa vie à l'hôtel avec le même homme dont elle était très très amoureuse. Cet homme était un Suisse qui était venu s'installer avec elle. Il était très beau. Lui, ils ne se sont jamais quittés, jamais séparés. Et voilà, Pauline Carton a été une immense actrice, très drôle, très étonnante. Et c'est Christine Murillo, qui était une des stars de la comédie française, qui joue ce rôle qui aura lieu pendant 2 semaines au Théâtre des Bernardines. Vraiment, si vous voulez découvrir, du 5 au 16 novembre, si vous voulez découvrir un univers très particulier que vous connaissez pas, une actrice formidable, et puis cette histoire de Pauline Carton, si vous regardez des vieux films, vous voyez dans les premiers films avec Belmondo, Delon, il passe et il y a une concierge derrière le rideau, il y a juste une petite scène, elle est toujours et comme ça on se dit qu'elle va mordre ou faire quelque chose comme ça. C'est Pauline Carton. C'est génial, effectivement. Alors vous qui êtes un professionnel de théâtre, comment se porte cet art aujourd'hui, Dominique Bluzet? Est-ce qu'on peut dire que le théâtre va bien ou le spectacle vivant va bien? Alors, je vous dirais des choses un peu contradictoires. Nous, c'est notre meilleure campagne d'abonnement en 30 ans. Jamais les salles n'ont été aussi pleines pour nous. L'année écoulée, on a terminé avec un taux moyen sur les 4 théâtres de 92% de remplissage, qui est monté à 95% au Grand Théâtre de Provence. Donc il y a beaucoup de gens dans les salles. Ça, c'est le point extrêmement positif. Deuxième point positif, on a, nous, une programmation qui couvre le théâtre, la musique, la danse, le cirque, le spectacle jeune public, etc. Et on a monté tout un projet pour aller au-devant des gens avec l'aide du département. Ça s'appelle Aller Vers et c'est extraordinaire. Et puis on a créé ce festival de Pâques de musique classique qui est devenu un des plus grands festivals d'Europe et qui là aussi a un opus où il va vers les gens. Donc on arrive à la fois à remplir les salles, mais aussi à aller vers les gens avec une programmation qui touche tous les âges, tous les milieux, etc. Ce qui est plus compliqué, comme pour beaucoup de gens, c'est qu'on est dans une période où on n'a pas de lisibilité. Moi, c'est la première fois que je me dis qu'est-ce qui se passera dans 2 ans. Je ne sais absolument pas quelles seront les politiques publiques qui seront menées. Avant,
on n'avait pas de doute sur le fait que tout le monde trouvait que la culture, c'était important. Aujourd'hui, on a un vrai doute. Je voudrais vous rappeler une phrase de Saint François d'Assise qui disait « L'enfant, c'est le plus beau trajet de la créature à la création ». C'est-à-dire quand nous, on arrive à éveiller nos âmes d'enfants à travers l'art, c'est la manière de passer de l'animalité au merveilleux. Et le merveilleux, c'est ce qui doit guider notre vie. Donc quand la barbarie s'installe, elle s'attaque en premier à la culture parce qu'il faut que nous redevenons des créatures et nous ne sommes plus des êtres vivants. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, et quand on voit dans notre pays les tensions, un député qui peut dire qu'il ne sait pas qui est Pétain, on se dit, et c'est à Marseille, on se dit vers quel monde nous dirigeons-nous et surtout vers quel monde entraînons-nous nos enfants. Donc, je pense que la culture n'a jamais été aussi nécessaire pour rester une petite veilleuse éclairée dans le côté sombre de cette nuit que nous traversons. Mais rien n'est simple en ce moment, d'un point de vue écologique, social, etc. Économique, bien sûr. Et la tentation, c'est de dire, la culture, ça coûte très cher. Et est-ce que ça rapporte tant que ça? C'est de l'immatériel. Il y a que le Bhoutan qui a mis le bonheur dans son PIB. Nous, on considère pas que le bonheur, ça vaut quelque chose. Or, pourtant, ça devrait être quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, le Bhoutan, vous savez, il voulait tellement que le bonheur soit dans son PIB que jusque dans les années 80, il n'y avait pas de télévision. Et jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, il n'y avait pas Internet. Comme quoi, c'était entre guillemets, la modernité qui pouvait assassiner le bonheur. Et c'est une vraie question quand on pratique une culture savante, de se poser ce rapport à la modernité qui est très compliqué. Est-ce que ChatGPT est un progrès? Moi, je ne crois pas. Les enseignants le racontent, le niveau n'a jamais aussi bas. Ils se retrouvent avec des devoirs qui sont tous faits sur ChatGPT et qui, au mot près, disent la même chose. Donc, si nous n'enseignons pas aux enfants, ça sera la barbarie dans 20 ans. Ceux qui trouvent que cette modernité est formidable sont des gens qui sont pour partie aveugles et autistes. Il y a des vrais dangers. Vous savez, avant, quand vous étiez médecin, vous faisiez vos humanités. On n'a jamais eu autant de bons médecins techniquement. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est la maladie, pas le malade. Et donc, on chronomètre le rendez-vous chez le généraliste, chez le spécialiste, ça ne doit pas dépasser plus de temps. Tout est comptabilisé et l'humain est quelque chose qui ne se comptabilise pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui tout est fait justement pour attirer la jeune génération vers l'art vivant, vers le théâtre, vers le voilà. Alors des choses qui vous paraissent essentielles. C'est une question qui est posée à toute la société parce que 50% à ma génération, 50% des entrées des enfants au théâtre étaient le fait de la famille. Est-ce que les parents continuent à faire l'effort d'emmener leurs enfants au théâtre, dans des musées, etc. La plupart non. Ensuite, c'était la question, je veux dire jusque dans les années 70-80, les écoles n'emmenaient pas les enfants au théâtre. C'était pas comme ça que ça se passait. Il y avait le service public de la télévision qui faisait au théâtre ce soir, c'était très décrié, mais chaque samedi, c'était 2,5 millions de personnes devant leur télé, dans des petits villages, etc., etc. Encore une fois, au nom d'une prétendue modernité, on a voulu un peu renverser tout ce qu'il y avait sur la table, sans se poser la question de l'efficacité de ce qu'on y mettait. On a créé le Pass Culture qui sert prioritairement à l'édition. Donc, même s'il y a une répartition, et on interroge en fait jamais, on n'a pas... on ne donne pas aux enfants l'idée qu'on a aussi le devoir d'être cultivé. C'est pas simplement un droit, la culture. C'est un devoir parce que ça nous oblige à penser, à réfléchir autrement, à essayer d'être plus intelligent et plus curieux. Sans ça, on reste dans des schémas très banals de réflexion. Là, je développe tout un truc au Camp des Milles, dans le cadre du Festival de Pâques, sur le rapport entre le sacré et le divin, le rapport à la République, etc., que je voudrais faire pendant le cadre du Festival de Pâques. Et j'ai voulu le faire au Camp des Milles parce que je pense que le lieu fait le lien. Et que il s'agit pas, c'est une musique souvent écrite par des chrétiens,
Bach, Beethoven, Mozart, mais on va dans un endroit, le camp d'Émile, qui est plutôt marqué par la judaïté, et ça doit être ouvert à toutes les religions, et ça doit être ouvert à la citoyenneté au-delà de ça. C'est-à-dire dire à un moment quels sont les agoras où nous pouvons nous retrouver pour parler. Avant, il y avait les églises, les temples, les synagogues, les mosquées. Certaines continuent à vivre. Les églises catholiques sont vides. Donc, on va dans un lieu qui a un sens pour tous. Pour lutter contre la barbarie, quelle que soit notre religion, et on peut y aborder le sujet de la République, la démocratie, parce que en 42, 43, 44, les gens qui étaient là se demandaient est-ce que Dieu existe encore? Est-ce que la République existe encore? Est-ce que la démocratie, ça a encore un sens? Et quand on voit les œuvres de Bach, Mozart ou Beethoven, on se dit et la résurrection, ça veut dire quoi? Et quelque part, le fait qu'on soit là en train d'y parler, ça veut dire qu'il y a peut-être une forme de résurrection et qu'il faut garder l'espérance. Mais pour ça, c'est le combat de toute une société, pas simplement des acteurs culturels. Nous sommes sur Radio JM et mercredi débutent les fêtes de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs et nos auditrices, Dominique Bluzet? On mesure, moi je le mesure parce que j'ai un âge où j'ai entendu des gens vivants, quand j'étais enfant, qui avaient été déportés. J'ai eu leurs paroles en direct, des gens qui étaient revenus. Il n'y en avait pas tant que ça, mais les parents de mon beau-frère. On est traversé par tout ce qui se passe, par cette idée de l'horreur qui s'était abattue sur l'Europe, sur l'idée que Israël a été construite pour que ce soit l'endroit au monde où les Juifs seraient en sécurité. Et puis aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas et ça dégénère sur un des conflits les plus violents du XXe siècle. Ça fait même oublier Poutine et c'est pas peu dire. Quand, et je le souhaite pour l'année à venir, retrouverons-nous la sérénité? Le fait de se dire que nous allons offrir à nos enfants la paix et le fait de grandir dans un moment où il n'y aura plus de menaces. En bas de chez vous, il y a le testament d'Auschwitz que je relisais tout à l'heure. De Denise Torosmarter. Oui. Elle parle du camp d'Émile d'ailleurs à la fin. Quand, quelle que soit notre religion, parce que ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient ou en Ukraine, ça touche toutes les religions, parce que ça touche tous les hommes. Quand retrouverons-nous la paix? Dans le Notre Père, à la fin, on dit à Dieu, donne-nous la paix. Que ce nouvel an nous donne la paix, parce que on ne peut pas vivre dans ces angoisses, on ne peut pas vivre dans ces images de destruction. Israël a fait preuve d'une capacité à se défendre qu'aucun pays européen n'aurait. Ils ont prouvé une intelligence technologique, militaire, une capacité à aller au bout de l'idée qu'ils se faisaient de la défense de leur pays. Les Ukrainiens nous le prouvent aussi, mais nous, en Europe occidentale, qui sommes empêtrés dans des discours pseudo-intellectuels, qu'en est-il aussi pour nous, pour cet avenir de paix? Donc voilà, je pense que ce que je voudrais souhaiter à cette communauté qui a donné tellement de choses formidables à Marseille. Je voudrais ce que j'ai dit à l'orchestre de Jérusalem, d'abord notre solidarité, sans rentrer dans ce qui se passe tous les jours aujourd'hui. Moi, je n'oublie pas que c'est Israël qui a été attaqué en premier, et des Juifs parce qu'ils étaient Juifs, et que beaucoup de choses que ma génération a voulu raconter dans les années 70-80, c'est un peu ce que disaient les gens dans les années 20, plus jamais ça. Et puis on s'aperçoit que la mémoire de l'homme vacille, qu'elle s'efface. Je relisais donc dans ce testament d'Auschwitz où elle dit j'espère que les générations à venir, pendant des années et des siècles, je vois que ça a tenu cette mémoire pendant 50, 60 ans, en matière de siècle, je ne suis pas du tout sûr.
au XIVe ou XVe siècle, on brûlait les juifs et les femmes sur des bûchers vivants. C'était pas que les juifs, c'était aussi toutes les femmes qui avaient eu le malheur de déplaire, ou tous les hommes qui s'opposaient à l'Église. On l'a bien oublié. Donc voilà, mais au moins que cette nouvelle année nous apporte une capacité à être joyeux. J'en veux beaucoup à Emmanuel Macron, parce que comme beaucoup de gens, j'ai vraiment cru que cet homme pourrait changer les choses, mais de nous avoir foutus dans un merdier pareil. En fait, je crois qu'il faut se méfier des gens très intelligents, parce que leur intelligence leur font oublier qu'ils ne sont que des hommes. Et quand je vois ce qui se passe politiquement autour de nous, ce côté conflictuel qu'il y a, alors que quand il a été élu, il incarnait l'espérance, et pour ma génération et beaucoup d'autres qui se sont mobilisés pour lui en se disant tiens, voilà un homme qui au moins a l'air d'en avoir plus dans la tête que les autres, je fais le constat que c'est très pesant de vivre aujourd'hui en France, voilà, et que la culture, j'ai de la chance d'être sur ce territoire d'Aix-Marseille, Arles, puisque maintenant je m'occupe du théâtre d'Arles, que c'est quand même un lieu où, quand je rentre dans la salle de spectacle, j'arrive encore à tout oublier. Ça donne de l'espoir. Merci beaucoup Dominique Bluzet d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Radio JM, et j'espère à très bientôt pour voir vos beaux spectacles dans tous ces théâtres de la région. Puis bien sûr, on vous accueillera dans notre nouveau studio très bientôt, on l'espère. Comme vous allez faire les cartons, venez voir Pauline Carton. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.